Bonjour à tous, on va vous parler de ce qu'on a appris dans nos 5 ans de migration Confluence, depuis migration de Confluence à XWiki. Moi c'est Anne Lucas, je suis CTO de l'équipe service client chez XWiki SAS. Et je fais des migrations Confluence parce que chez nous les CTO n'étaient pas les mains dans le cambouis. Moi je suis Ludovic Dubos, je suis le PDG et fondateur de la société XWiki. Et ça fait près de 20 ans qu'on travaille chez XWiki. Moi, c'est que 18. Alors, XWiki, c'est une société indépendante française. On n'a pas d'investisseurs extérieurs. C'est plus de 70 personnes aujourd'hui. C'est plus de 5 millions d'euros de revenus, avec récemment une croissance importante. Alors, on va voir un peu pourquoi. Et puis, donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 logiciels open source. Un, c'est le logiciel XWiki, on va en parler le plus ici. Et le deuxième, c'est le logiciel CRIPAD, qui est une suite collaborative chiffrée de bout en bout. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la voir. On participe à des projets européens et français de suites collaboratives souveraines, en France avec la BPI, et en Allemagne avec le projet OpenDesk, qui est une suite open source visant à remplacer Microsoft 365. Notre entreprise est très engagée sur la souveraineté numérique dans l'UE. En fait, c'est une des raisons aussi fortes pour laquelle on fait de l'open source, c'est que on en a un peu marre de voir qu'on laisse nos mains dans des logiciels dont on ne peut pas savoir comment ils sont faits. Si vous voulez en savoir plus sur la société en général, ou comment elle en est arrivée là et comment elle s'est développée pendant 20 ans, on a une conf à 15h en A002 sur le sujet. Alors le contexte. Le contexte. Donc pourquoi on parle de tout ça? Et qui sont les acteurs? On parle du logiciel XWiki et du logiciel Confluence. Le logiciel XWiki, donc, qui est fabriqué par XWiki SAS, a 20 ans comme la société XWiki SAS. C'est un leader des wikis dans l'entreprise, de l'open source. Beaucoup d'installations, des centaines de clients. Le business model, c'est de faire du support autour de ce logiciel qu'on crée nous-mêmes. Donc on crée le logiciel, on écrit le logiciel, et le business model, c'est le support autour. Du software as a service sur un cloud, des extensions payantes, mais open source quand même, c'est très important. Voilà, je vous invite à découvrir cette manière de faire. Service, training, consulting, tous les ingrédients standards. Le revenu principal, c'est les grands contrats de support avec des grandes entreprises, donc beaucoup d'utilisation, et des projets custom qu'on a mis en place pour la gestion des connaissances chez ces gens. On veut quand même, et on le fait depuis quelques années, évoluer vers plus de standards et support plutôt que du custom, du projet custom. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle du logiciel Atlassian Confluence, logiciel créé en même année qu'XWiki en 2004. Alors Atlassian fait globalement une suite de logiciels pour développeurs, donc il n'y a pas que Confluence, c'est Jira, Confluence, Bitbucket, utilisé énormément par toutes les entreprises. Et côté wiki, c'est le leader du marché du wiki d'entreprise. C'est une entreprise qui est maintenant en bourse, qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Elle a 3 offres, serveur, data center, cloud, 2 offres on-premise. Alors en 2020, elle avait 3 offres, serveur, data center et une offre cloud. Il y a aussi une marketplace d'applications. Alors un point intéressant, c'est qu'on va voir pour la suite, c'est qu'en 2020-2021, elle faisait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette offre, sur la première offre, l'offre serveur, l'offre la moins chère pour les clients. Et déjà, c'est une entreprise qui faisait des hausses de prix régulières, qui est une stratégie assez classique chez les logiciels propriétaires. On commence par donner beaucoup, on a plein de clients, et petit à petit, ensuite, on se referme sur le client en augmentant les prix. Mais ça peut même aller plus loin que refermer les prix. Et c'est ça qu'on va voir ici. Alors, nous on appelle ça l'an 0 AAAA. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'an 0 AAAA, c'est Atlassian qui annonce la fin de leur gamme Confluence Server. Alors, en octobre 2020, c'est l'annonce du fin du support et des mises à jour de Confluence Server en février 2024. Alors, 4 ans quand même, pour que les entreprises s'adaptent. Donc c'est la fin de l'offre la moins chère.
chez Atlassian. Alors, typiquement, on pouvait avoir un petit wiki pour 1500 €, on l'installait chez soi, c'était super, on payait pour 3 ans, on avait un contrat de support à 50% chaque année. C'était pas un logiciel extrêmement cher. Là, cette offre, annoncée 2024, elle n'existera plus. Soit vous passez à une offre à 27 000 € minimum pour 500 utilisateurs, parce qu'elle commence à 500, soit si vous ne voulez pas payer aussi cher que ça, et vous êtes obligé d'aller sur le cloud. Alors, les offres globalement sont significativement plus chères, à peu près 3 fois plus chères, et alors nous, à cette époque-là, on ressort comme une alternative. Avec un outil de migration, on avait déjà un premier outil de migration, il était assez orienté tech dev à l'époque, et on voit que l'open source est identifié comme une alternative plus digne de confiance. Ça veut dire que quand les gens qui disent mais qu'est-ce qu'ils nous font là avec en arrêtant une gamme, je rappelle 600 millions € de chiffre d'affaires, hein, on ne parle pas d'une petite gamme, c'est pas Confluence, hein, 600 millions, c'est toute la gamme des serveurs, des offres serveurs des différents logiciels d'Atlassian, mais on parle d'arrêter une gamme de logiciels de 600 millions €. Je veux dire, à côté de ça, nous, à l'époque, on fait 2 millions € de chiffre d'affaires, on arrive à vivre de notre logiciel. Donc, c'est pas impossible de faire un logiciel de wiki pour un peu moins que 600 millions €. Donc après cette annonce, qu'est-ce qui se passe côté XWiki? Il se passe qu'on a un premier client donc, qui nous contacte, un utilisateur Confluence qui nous contacte pour nos services de consulting qu'on offrait déjà, services, etc. Il vient dire on voudrait migrer de Confluence, votre outil là, est-ce que vous pouvez nous aider à le mettre en place? Donc nous, on a regardé ça, comme on regarde tous nos projets clients avec notre réponse standard, on met en place le produit XWiki, on regarde les extensions qu'on a, on essaie de faire marcher, on comprend le besoin du client, on répond, on implémente le manquant. On trouve des moyens d'implémenter le manquant pour répondre aux besoins du client. Donc ça aboutit à plusieurs améliorations du migrateur existant, parce que je vous rappelle qu'on avait déjà un migrateur qui était très tech-tech dev. On a amélioré. Ensuite, la manière dont cette première migration s'est passée, c'est qu'on a préparé une liste d'instructions, des étapes de migration avec des instructions pour que le client lui-même il fasse sa migration. Et ensuite, on a fait un constat sur le manquant. On a constaté que le manquant, c'est principalement les macros dans les contenus. C'est-à-dire qu'on importe les pages, on migre les pages depuis Confluence à XWiki, et on constate que sur ces pages-là, il y a beaucoup de macros qui sont utilisés et qui ne sont pas transformés dans quelque chose côté XWiki, et donc ça pose problème pour la lecture du contenu. Donc on a fait des analyses et on a implémenté des macros manquantes, soit des nouvelles macros, soit on a implémenté des conversions, soit des bridges, c'est-à-dire pour remplir un peu le besoin, mais pas complètement. Alors un point d'ailleurs sur ça, c'est qu'on peut globalement récupérer les données de pas mal de logiciels. Alors parfois ça peut être difficile, on peut se retrouver avec des systèmes où il manque des datas, ça arrive. Là on arrive globalement à les récupérer, mais quel que soit le logiciel, il faut interpréter le format. C'est pas gagné. Et chez nous, un des éléments d'interprétation, c'est les fameuses macros. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de macros et donc beaucoup de formats interprétés pour être capable de matcher. Alors, on a eu une approche de consulting par rapport à ça. Une des premières choses qu'on a fait, c'est une super feuille Excel, hein, bon, pas très lisible ici, mais avec, à chaque fois que les clients nous appelaient, on leur disait, donnez-nous votre liste de macros. Alors c'est pas mal parce que Confluence avait une liste avec le nombre de macros utilisés dans le nombre de fois qu'une macro est utilisée. Et donc on demandait l'export de cet écran, nous on le mettait et on regardait est-ce qu'on a les macros associés ou est-ce qu'on les a pas. Si la macro elle faisait moins de 50 pages, on s'en fout en fait. Et si elle fait, évidemment, s'il y a 1000 pages qu'il utilise, c'est pas la même histoire. Et donc après, on savait, est-ce qu'on l'avait, est-ce qu'on l'avait pas, est-ce qu'on pouvait la développer, est-ce qu'on pouvait pas la développer. Et on faisait cette analyse de situation des clients, on demandait aussi les volumes d'usage, les nombres d'utilisateurs, etc. Ça nous permettait de savoir aussi combien ils payaient, initialement chez Atlassian. Et donc on avait aussi une approche qui est de dire, on va essayer de tenir dans le budget que le client payait avant, par rapport au x3. Et il y a pas mal de clients pour qui c'était un vrai problème, la multiplication par 3. Après ça, donc une fois qu'on a fait ça pour notre premier client, on s'est dit, ok, allez, on emballe tout ça et on fait de tout ça des produits. Toute cette histoire d'outils de migration, on a emballé ça sous forme d'extensions, ce qu'on appelle des extensions pro, donc c'est de l'open source, mais on l'achète avec une licence pour acheter du support avec, enfin bref, je vous invite à découvrir ça sur le store. Donc on a emballé tout ça, on a fait deux choses. On a fait le Confluence Migrator Pro qui était un outil
qui permettait de faire sa propre migration. Il y avait un joli wizard et tout. Et un autre paquet qui s'appelait ProMacros qui fournissait donc ces macros qu'on avait développés, les mancans, les bridges et des choses comme ça. Tout ça, on l'a fait sous forme d'un investissement. On a regardé, on s'est dit, on a eu ce premier client, on a tous ces prospects, et on va avoir d'autres besoins comme ça, donc faisons cette offre. Et on a fait cette offre. Et en plus, on a fait de la communication commerciale, c'est-à-dire qu'on s'est fortement positionné en disant on sait migrer. On a déjà regardé, on a commencé, on avait déjà un migrateur depuis plusieurs années, même s'il n'était pas complet, il existait et c'était possible d'interpréter les données. On était capable de démontrer qu'une migration était possible, donc on a communiqué. Alors on avait aussi une page de comparaison XWiki Confluence depuis longtemps. Si vous avez un logiciel open source, je vous conseille d'avoir des pages de comparaison avec tous les logiciels, ça fait venir beaucoup de monde sur votre site. Avec Google, alors si Google est encore le système efficace pour faire venir les gens aujourd'hui, hein, parce qu'on voit qu'il y a plus de gens qui viennent avec ChatGPT, non mais il faut le dire, c'est intéressant, mais ça fait venir beaucoup de gens. Articles de blog, comment se passe une migration, comment on fait, etc. Webinars enregistrés pour qu'on puisse les retrouver. Vous pouvez trouver nos webinars de migration Confluence sur PeerTube, sur notre PeerTube XWiki. Communication LinkedIn et publicité Google pour que les gens nous trouvent et nous voient. On mentionne ça parce que globalement, ça s'est avéré très important aussi jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous permet d'être vraiment identifiés comme une alternative forte, donc de bien montrer et mettre en avant qu'on est capable. Alors oui, donc on enchaîne sur la langue 3 AAA, les migrations de Stéphana. Alors les migrations de Stéphana, alors qui est Stéphana Stéphana, c'est notre product manager et elle était aussi account manager, c'est-à-dire elle s'occupait de clients et elle est devenue aussi la product manager des offres autour de Confluence, donc de tout ce qui nous permet d'avoir des clients dans ce domaine. Alors la feuille de calcul se remplit, on a de plus en plus de prospects, on ne les gagne pas tous, il faut être clair. Il y a des très bons clients pour lesquels ils n'ont pas confiance, ils se disent on ne peut pas y aller. On industrialise la relation commerciale sous la direction de Stéphana, qui en même temps améliore les outils. Donc c'est un travail commun entre les deux. L'objectif c'est d'avoir des clients de support, c'est ça l'objectif en finale, hein, c'est de récupérer les budgets de Confluence pour qu'ils financent le logiciel libre XWiki, c'est ça l'objectif clé. On voit que l'accompagnement s'avère toujours nécessaire, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il faut au minimum du consulting, donc on a fait pas mal de ventes, donc plus d'1 million d'euros de ventes de migration Confluence sur 2 ans, avec des gros clients comme Holiday Inn, le Deutsche Sekontron et beaucoup d'universités, pour une raison, c'est qu'ils avaient des gros discounts avant, et tous les discounts avaient sauté chez Atlassian. Donc un client qui pouvait mettre 50 000 étudiants sur un Confluence ne pouvait plus le faire, il pouvait le faire pour 20 000 euros par an, et c'était absolument plus possible, on parlait de prix officiel en millions d'euros. Dernier truc, on recevait quelques questions sur mais comment je migre mon Jira. Alors on verra, ça s'avère important. Alors oui, vente en ligne, nos migrateurs s'achetaient en ligne, on pouvait payer le migrateur pour 2 000 euros. Le package de Pro Macro, ensuite il faut le payer chaque année pour que les macros fonctionnent. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la vente en ligne, ça a fait un peu de revenus, un peu en dessous de 100 000 euros, mais ce n'est pas significatif par rapport au reste. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est surtout les gros clients qui nous ont financé tout ça et qui nous ont amené vraiment des volumes significatifs qui financent XWiki. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est la complexité de la migration, le coût de migration par rapport au prix sur le cloud, l'acceptation du cloud, tout simplement, pour les petites boîtes. C'est-à-dire que tout ça, c'est trop compliqué, c'est trop cher de migrer. Parce que finalement, ok, une migration très grosse et complexe, mais ça reste complexe même quand c'est petit. Voilà. Donc pendant tout ce temps-là, pendant que Stéphana s'est occupée de ces migrations, elle n'est pas seule, hein, elle a eu de l'aide de la part de toute l'équipe, mais elle était chef là-dessus. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations suite aux demandes de ses clients. Donc on a fait des nouvelles migrations, donc on a commencé à migrer les droits d'accès depuis Confluence, parce qu'au début on n'avait que des pages, on migrait le contenu des pages, donc on a migré les droits d'accès, on a fait de la gestion des références, on a fait un support du Confluence Query Language pour pouvoir supporter des paramètres de macro. Enfin, on a fait un wizard, donc le wizard en question de migration, il est devenu de mieux en mieux.
beaucoup de consulting, on a eu besoin de beaucoup d'accompagnement et on a quelques problèmes classiques qui commencent à émerger, donc qu'on va voir par la suite, qu'on doit résoudre pour tout le monde. Comment on fait les utilisateurs, comment on migre les utilisateurs, comment les utilisateurs comparent toujours XWiki à Confluence et disent en Confluence c'était comme ça, pourquoi c'est pas pareil chez vous? Et ainsi de suite. Alors, il faut qu'on accélère un petit peu, années 4 et 5, Champions League, on appelle. Non, années 4 et 5, c'est maintenant, là, hein, c'est l'année dernière. Voilà. Oui, ah oui, pardon, c'est toi. Ouais, c'est bon. Mais c'est pas grave, tout va bien. Donc, après tout ça, les grands clients commencent à regarder XWiki. Mais quand on dit grand budget, grand volume et tout ça. Il y avait des grands avant, mais bon, on a constaté des conversations avec des clients un peu plus grands. On a eu même un appel d'offres avec une migration Jira et Confluence qu'on a essayé d'avoir, mais qu'on n'a pas eu finalement. Et c'est à ce moment-là qu'on commence un partenariat avec Open Project qui fournissent justement un outil qui peut fournir les mêmes fonctionnalités que Jira. Donc on essaye de faire la suite. Les limites de notre méga spreadsheet de gestion de prix et d'estimation sont atteintes. Donc, on fait également des missions de consulting pour ces gros clients qui nous demandent de faire un joli rapport d'estimation, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter. Le cycle de vente est plus long, donc ça change un tout petit peu le modèle on va dire de financer ou de financer la réalisation de ces projets. Et ces gros clients, ils demandent des prix fixes. Donc, ça commence à devenir stressant. Pour ces grandes instances, donc, ce qu'on a fini par faire, c'est encore une fois des méga améliorations des outils de migration, gestion des migrations très très longues avec reprise sur panne, avec un outil qui permet de lancer ce soir et revenir 2 jours plus tard pour voir est-ce qu'il a tout migré, est-ce qu'il reste des choses à migrer. Des outils de reporting de qualité très très poussés qui nous ont été demandés par le Parlement européen, des volumes énormes qu'on a mis en place sur notre cloud, et aussi on s'est retrouvé face à du triage d'une diversité énorme de retours utilisateurs. Moi, ce que j'ai appris de ça, c'est que, je le savais, mais je l'ai appris encore un peu plus, c'est qu'en réalité, dans tous les partages de connaissances, il n'y a pas vraiment de process pur, en fait. Tous les process sont un compromis, tous les process et les procédures que les gens ont sont un compromis entre ce qu'ils ont vraiment besoin et ce que l'outil est capable de faire. Et quand ils changent d'outil, ils doivent vraiment repenser les processus comme s'ils les repensaient dès le début. Et la plupart ne font pas ça, malheureusement. Mais bon, on les a accompagnés pour faire ça. Alors, un point important et une chose qu'on a fait, c'est qu'on a aussi travaillé les partenariats. Alors déjà, par rapport à ces questions sur Jira, donc XWiki Open Project pour remplacer Confluence et Jira. Alors il se trouve qu'on est aussi partenaire d'Open Project dans le projet OpenDesk, c'est comme ça qu'on les a connus, et qu'il y avait aussi un intérêt à faire de l'intégration entre XWiki et Open Project de ce côté-là. Un autre aspect, c'est d'avoir fait des rencontres avec l'Autosit. Donc l'Autosit, c'est une organisation de grande entreprise qui s'intéresse à l'open source. Donc vous pouvez aller voir leur site et en fait ils ont organisé un groupe de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au changement politique d'Atlassian, de politique commerciale d'Atlassian. Et on travaille avec eux à un cofinancement de l'intégration XWiki Open Project. On a aussi, grâce à ces rencontres, eu des contacts avec plus de 10 entreprises qui sont des gros utilisateurs de Confluence Data Center. Donc il y a aussi une décupation commerciale en faisant ce type de rencontres et en travaillant avec des organisations groupées. Notre aspect alternatif principal renforce la position d'XWiki sur le marché, aussi à travers les projets qu'on a comme OpenDesk, France 2030 ou un partenariat qu'on a fait aussi avec Nextcloud. Tout ça nous permet de faire plus de communication. Alors une petite réflexion sur les prix, c'est que on a vu que la vente en ligne n'était pas hyper efficace. C'est-à-dire que en fait, au début, on s'est dit bon, on peut vendre un migrateur. On voulait pas forcer les gens à payer la totalité d'XWiki, même si on trouvait ça quelque part logique qu'ils le fassent. Ils payaient avant Atlassian, pourquoi ils paieraient pas
chez XWiki, si finalement ils se retrouvent coincés et ils ne trouvent pas de porte de sortie de la relation qu'ils avaient avec l'éditeur. Et finalement, c'est la porte ouverte qu'on a laissée à dire vous allez payer juste le migrateur et puis des macros pas chers. Ça ne rendait pas le truc finalement super rentable. On se rend compte que le support est plus complexe pour des clients qui ont migré, parce qu'ils ont déjà beaucoup de volume et ce n'est pas si simple. Et on a fait évoluer nos offres. Alors moi, un point que j'aime bien dire, c'est parfois, dans l'open source, on a un peu peur du prix. Et en fait, il ne faut pas finalement avoir aussi peur du prix, parce qu'on se rend compte que pour les gros clients, ce n'est pas forcément le truc qui compte. Il y a des choses plus importantes que le prix, comme par exemple le risque. Donc on a décidé d'arrêter un peu la vente au détail des outils de migration. Maintenant, c'est acquisition d'un support top tier pour avoir accès aux outils de migration. Alors, l'an 5, c'est la deuxième annonce. Finalement, en octobre, c'est tout récent, Atlassian annonce la fin de la deuxième offre data center. Alors là, en octobre de cette année. En octobre de cette année. Hein. Et donc, l'histoire est beaucoup plus violente quelque part, parce qu'à l'époque, c'était, OK, si vous payez plus cher, vous pouvez rester chez vous, vous pouvez rester on-premise. Là, il n'y a plus d'on-premise dans 4 ans. 4 ans, oui, 2029. Il n'y a plus d'on-premise dans 4 ans. Et là, le coût n'est plus le seul enjeu. On est en train de dire, vous abandonnez la souveraineté de vos données. Et là, on voit une grosse augmentation de leads, grosse augmentation du nombre de prospects, potentiellement une grosse charge commerciale, des gros projets. En fait, on ne s'est pas vraiment imaginé à quel point Atlassian Confluence était présent dans les grandes entreprises en Europe et aux États-Unis aussi. Hein. Donc, on parle de centaines de milliers d'entreprises qui ont ces logiciels. Et avec des volumes vraiment importants dedans, on ne pensait pas que c'était si gros. Donc là, la question qui se pose, c'est le passage à l'échelle de la réalisation. Donc ce qu'on a fait jusqu'ici, mais fois beaucoup plus pour essayer de ne pas laisser cet argent sur la table. Ces utilisateurs aussi. Ce n'est pas que l'argent, c'est l'idée de mettre XWiki chez ces gens. Et donc, les difficultés, c'est qu'il y a donc ce délai entre le moment où le revenu arrive, parce que c'est des grands projets, et le moment où on doit faire l'exécution. Donc, un peu difficile à chercher des gens dans l'équipe. En plus, le niveau d'expertise pour ces grands comptes, c'est quand même assez important parce qu'il y a des questions dans tous les sens. Il y a des questions sur la migration, il y a des questions sur XWiki en général, il y a des questions sur le partage de connaissances en général, l'accompagnement au changement de process dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce n'est pas facile, en fait. On ne peut pas juste prendre quelqu'un et dire « tiens, tu vas faire ça ». Et une autre difficulté, c'est qu'on ne peut pas mettre toutes les ressources de l'équipe XWiki dans les migrations Confluence parce que nous, on veut quand même faire XWiki. On veut faire nos projets, on a d'autres projets en parallèle qu'on veut développer. Les solutions, j'ai pas oublié la slide. C'est que les solutions sont tout doux, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont en cours de découverte. Est-ce qu'on peut voir, tu peux t'enlever un peu pour voir la slide. Donc, on a quelques pistes. On a regardé la piste des partenariats. On a signé des partenaires et on veut former ces partenaires à faire les migrations Confluence, une partie des migrations eux-mêmes. On a fait de l'industrialisation du processus d'analyse et on veut encore une fois automatiser encore plus et essayer de rendre le plus fluide possible ces migrations. On vous dira dans quelques temps comment ça s'est passé. Si ça a marché. Et alors, on vous laisser avec quelques proverbes pour... quelques proverbes inventés. Quelques proverbes comme conclusion. Sous la facilité du choix propriétaire, on oublie la lourdeur des chaînes qui se referment. Bon, a priori, c'est assez clair. Les clients, ils se foutent dedans et en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point ils se sont enfermés. Les migrations, en fait, migrer d'un logiciel à l'autre, j'ai vu beaucoup de gens sous-estimer la tâche. Beaucoup, nous, un peu, pas beaucoup, mais un peu. Mais surtout, côté utilisateur, côté décideur dans les boîtes, les délais qui se donnent et tout, ça a l'air assez naïf. Qui nourrit les logiciels propriétaires affame l'open source. En fait, on se rend compte que si on nous avait donné l'argent plus tôt, le logiciel il serait bien meilleur. Et que ce n'est pas des grosses différences. On n'a pas besoin de tant que ça. Mais en fait, l'écart, il augmente avec le temps. On a vu aussi qu'à un moment donné, c'est pas l'argent, c'est pas le coût qui est le plus important. Les risques... la disparition du on-premise devient très, très important pour certains clients.
Et pour la migration, le danger de ne pas y arriver est aussi une raison de ne pas aller vers le logiciel open source. Tout vient à point à qui sait attendre et la résilience en fait le chemin. Tenir bon sur 20 ans en continuant à faire son logiciel, il y a des marchés qui s'ouvrent au fur et à mesure quand finalement les logiciels propriétaires nous enferment vraiment. Et pour conclure cette superbe slide, il n'y a qu'une conclusion, c'est qu'une porte ouverte n'est jamais assez enfoncée. On se rend compte qu'on a dit des choses qu'on connaissait déjà, mais voilà, on les a vécues pendant les derniers 5 ans. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est dispo. Merci. Des questions? Pas de questions? On peut répondre à des questions qu'on ne nous a pas posées? Allez-y. Ah oui. Vous pouvez poser la question et je vais répondre. Ouais. Ouais. Enfin, après, on peut en discuter après aussi. Il y a 2 trucs qui m'intéressent, c'est les process. Tu disais que les gens ont des process qui sont des compromis avec l'outil existant et qu'ils ont du mal à repenser leur process avec le nouvel outil. Et deuxième question sur quels sont des exemples de macros que vous ne pouvez pas migrer ou que vous ne voulez pas migrer? Les macros, par exemple, la macro la plus difficile à migrer, mais on a un bridge qui fait le boulot, c'est le set de macros Details et Details Summary. C'est l'approche Confluence pour ajouter des métadonnées aux pages. Ils font ça en mettant une sorte de tableau dans une macro et après ils processent ce tableau, ils enregistrent les clés valeurs, etc. Et Details Summary permet ensuite de trouver toutes les pages qui contiennent les clés valeurs, etc. Et ils font ça avec des macros dans les pages. Nous, on ne fait pas ça comme ça du tout. On fait ça avec une approche de métadonnées. Donc, on définit une structure de métadonnées, on l'associe aux pages. Et donc, là-dessus, par exemple, on a une limitation de performance parce qu'eux, ils ont optimisé pour faire ça avec des macros. On peut le faire, on ne veut pas le faire, mais on peut le faire. Ils ont fait ça avec des macros et du coup, les gens, ils veulent... En fait, ils s'attendent que ça se transforme direct dans des métadonnées XWiki. Ça ne marche pas du tout pareil dans XWiki. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à migrer de manière automatique. Plein de gens qui disent, transformez ça dans l'outil de métadonnées XWiki, dans la fonctionnalité de métadonnées XWiki. On ne peut pas vraiment faire ça de manière automatique parce que notre outil, il est un peu plus puissant et il demande de choisir des types de données, ce que tu ne peux pas faire côté Confluence. Donc, on ne peut pas choisir des types automatiquement. Et ça revient à repenser le process. En fait, la transformation demande l'expertise du métier et on ne peut pas le faire automatiquement. Alors, sur l'histoire du changement de process, alors on a quelques clients, nous, qui ont repensé leur process autour du wiki en migrant. C'est arrivé. C'est un de nos premiers clients, il était dans ce cas-là. Il se dit, autant qu'à faire, on va tout repenser comment on organise la data. On voit que c'est aussi plus un problème pour les gens qui migrent Jira, parce que les outils ne marchent pas vraiment de la même manière, ils ne sont pas censés être utilisés de la même manière. Et la migration est plus difficile pour aussi ces raisons-là. Et là, souvent, les clients, il faut qu'ils repensent un peu le process, mais c'est vraiment difficile pour les entreprises quand ils ont des dizaines d'organisations, de sous-organisations qui utilisent l'outil. Ils se disent on va jamais y arriver à faire changer tout le monde en même temps pendant le processus de migration. Donc c'est ça qui est compliqué. Nous, globalement, on arrive quand même à migrer sans toucher et ils peuvent repenser les process après. Oui, c'est plutôt pas mal mais dans notre cas. En fait, ce qu'on voit et qu'on n'a pas dit, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, parce qu'on a été grave en retard partout, c'est que en fait, chez nos clients, ce qui se passe, c'est qu'il y a les utilisateurs du wiki qui, eux, n'ont pas le même intérêt que le management de la boîte. Les utilisateurs, ils ne veulent pas changer, en fait. Et c'est normal qu'ils ne veulent pas changer. Ils ont leur confort, ils ont leurs outils, ils savent les utiliser et tout. Par contre, le management veut bien changer les process. Et donc, on se retrouve avec des retours utilisateurs qui sont potentiellement dans l'opposition au changement. Ça ne marche pas comme dans Confluence. Dans Confluence, je faisais ça. Pourquoi j'ai passé ça chez vous? Votre logiciel ne marche pas. Enfin, des choses comme ça. Parce qu'eux, ils ne veulent pas changer. Mais le management veut changer. Et donc, s'il y a une leçon à apprendre de ça, c'est d'intégrer en fait, les utilisateurs dans les processus de décision de changement d'outils. C'est très important pour avoir tout le monde on board pour que ça se passe bien. Et là, je suis en retard du retard. Merci.